Bonjour. Voilà. Toujours difficile d'ouvrir le congrès, donc j'espère que vous avez pris un petit café, que vous êtes en forme. Je vais remercier évidemment le Réaxo de m'inviter assez régulièrement d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours assez gentil. J'ai toujours autant de plaisir de venir, surtout Bayonne qui est une ville extrêmement amicale. Alors pour info, je vais souvent aux fêtes de Bayonne, alors pas comme participant, mais comme, on va dire, médecin et soignant. Et on est juste à côté du poste médical avancé qui s'appelle Château Margaux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ouais, pour l'info, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Voilà, je vais parler de l'organisation d'un flux massif de victimes. Alors, j'ai supposé que ce n'était pas l'organisation quotidienne d'un service d'urgence en France. Je vais plutôt parler de situations sanitaires exceptionnelles. Voilà, et je vais parler beaucoup d'hôpital et un petit peu d'extra-hospitalier, puisque je pense que la plupart d'entre vous travaillent dans un hôpital ou une institution. J'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai piqué plein de diapos à plein de gens qui vont se reconnaître, tant pis pour eux, mais je considère que le savoir est libre et que donc, voilà, si vous jetez des objets contondants, pas trop contondants et pas trop salissants, j'ai une seule chemise. Alors, qu'est-ce que c'est par définition? La médecine de catastrophe, c'est ligne d'équation entre les besoins d'aide et puis la disponibilité d'un collectif de secours. Sinon, évidemment, on ne parle pas de médecine de catastrophe. Alors, les grands principes, qui sont maintenant beaucoup moins des grands principes, mais bon, c'était une époque rassemblement des victimes et catégorisation et évacuation. Alors, le premier constat, bien sûr, plus le risque est grand, plus l'événement a une probabilité rare de se produire. Donc, heureusement, les grands afflux de patients ou de victimes dans l'hôpital sont assez rares. Autant il y a finalement des rassemblements de foule tous les jours. Si j'ai bien compris, il va y avoir 300 personnes dans cette pièce ou autour de cette pièce ce week-end. Donc, ça, c'est fréquent. Par contre, heureusement, il n'y aura évidemment pas d'attentat ou d'accident ce week-end. Mais encore une fois, vous savez que malheureusement, ça se produit. Donc, je vais parler évidemment d'un attentat sur lequel j'ai été pas mal briefé, et puis je trouve que c'est assez récent et ça fait quand même partie de notre histoire collective. Et puis, on parle d'afflux massif de victimes. Voilà, les attaques terroristes de Paris du 13 novembre 2015. Vous savez qu'il y a eu plusieurs, ce qu'on appelle les chantiers, et plusieurs centaines de victimes. On considère quand même que c'est un attentat de grande ampleur. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est à Paris, et puis je pense partout maintenant, c'est ce qu'on est confronté, on sera confronté à de l'attaque terroriste multisite. Multisite parce que, déjà, premièrement, il n'y a plus vraiment de règles. La règle, c'est que tout est fait pour désorganiser les soins. Donc ça veut dire que toutes les cibles sont possibles. En préhospitalier, on peut tout à fait imaginer une deuxième bombe qui explose ou un kamikaze qui est caché dans les victimes ou un véhicule piégé à proximité qui explose dès que les secours arrivent. Voilà, par exemple. Et puis le risque, c'est d'aller tous sur le premier chantier, qui est un deuxième chantier qui peut être plus loin. Les hôpitaux sont très souvent saturés s'ils sont à proximité. Et puis, à contrario, s'ils sont un peu loin, ils se préparent et rien n'arrive. Donc il y a aussi une gestion de frustration. Donc il faut bien sûr opposer une attaque conçue pour tuer et désorganiser, une stratégie d'organisation des soins spécifiques qui soit à la fois préhospitalière et hospitalière. Je vais en parler. Alors voilà, ça s'appelle le plan Camembert. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est comme ça qu'est défini le plan de réponse des secours de Paris. Paris est divisé en 3 grandes zones, comme Camembert, qu'on couperait en 3. Et puis vous avez donc les zones, donc chaque zone est sectorisée. Et en fait, si ça pète dans la zone, mettons, du nord, du haut, alors je ne sais pas du tout s'il y a un petit truc qui brille, c'est pas grave, ça pète dans la zone du haut, vous voyez que c'est le 93 qui va venir, et pas les autres SAMU. En fait, l'idée c'est de tenir les positions parce qu'ils savent, pour paraître beaucoup plus exposés que nous, qu'il y a un risque important d'explosion dans d'autres sites. La preuve, on l'a vu avec le Bataclan. Voilà, donc la stratégie du Camembert, c'est une alerte commune, une coordination étrate, donc ils aiment bien les noms de plans. Attention, en médecine de catastrophe, il y a énormément d'acronymes et de plans, donc ça c'est le plan rouge alpha. D'accord, voilà. Et le plan du SAMU qui s'appelle le plan Camembert. La mobilisation, c'est les 8 SAMU de l'Île-de-France, l'alerte de tous les SMUR dans les hôpitaux, et puis ils couvrent tous les sites avec une sectorisation. Alors, juste pour info, Paris, donc ils ont sorti pas loin de 100 équipes médicalisées. Il y en a 35 qui ont été gardées en réserve pour d'autres explosions. Je pense que 35... On n'arrivera jamais à ça s'il y a une bombe qui explose à Bayonne. Je pense qu'on arrivera à peut-être 5 équipes, en tout cas dans les phases précoces, parce que tout simplement, ça peut s'appliquer à Paris, mais pas ailleurs. On est bien d'accord. Je pense qu'à Toulouse, on arriverait au maximum, en s'y mettant tous, à 35, et encore, je ne suis pas sûr. Donc voilà, les sectorisations des moyens SMUR, vous voyez qu'il n'y a pas d'accumulation sur le site, les trajets sont courts, les gens partent rapidement, on fait beaucoup de damage control, on sectorise les hôpitaux, tout simplement parce que il ne faut pas ni saturer, ni sous-estimer le risque de saturation des hôpitaux. On s'adapte
au nombre de victimes, et puis on maintient une réserve. Donc tout ça est en fait, a été appliqué pour les attentats dits du Bataclan, et effectivement, pour le coup, ça a plutôt bien marché. Alors vous voyez, ils ont appliqué donc le plan Camembert. Le troisième secteur, c'est là où il y a eu 35 équipes en réserve, comme je vous dis, et qui n'ont jamais été déclenchées. Voilà. Donc le site Bataclan, vous voyez, ça permet d'adapter un petit peu, là aussi, ces grands principes des signes de catastrophe, mais si je voulais parler de tout, je pense qu'on passerait la journée dessus. Donc on m'a dit moins de 800 diapos, donc voilà, je me suis arrêté à 800. Pour l'hôpital, on a évidemment le plan blanc. Le plan blanc est important, je parle de l'hôpital, mais c'est valable pour tous les établissements de santé, bien entendu. D'abord, plan blanc dit cellule de crise, effectivement, cellule de crise qui doit être composée en général du directeur général de l'établissement, et puis, heureusement, d'un médecin ou d'un représentant de la communauté médicale. Après, c'est pas forcément un spécialiste de la crise, donc là aussi, il faut travailler là-dessus. Des fonctions support. Il y a très important les ressources humaines et les relèves. Il ne s'agit pas que tout le monde revienne, parce qu'en suivant, quand tout le monde est rincé, il faut là aussi, bien sûr, prévoir des relèves. La logistique, la communication, l'information des familles, c'est aussi, toutes les familles vont bondir, sauter dans les établissements de soins, et donc il faut un endroit pour les accueillir, il faut un endroit pour les canaliser, il faut un endroit pour les informer, c'est très important. Et le suivi des victimes, vous verrez que c'est quelque chose de très important. Alors, cellule de crise, on a généralement tous des alertes SMS, des mails, des choses comme ça. En réalité, c'est Radio BFM qui marche le mieux, c'est-à-dire que les gens savent qu'il y a quelque chose. Les réseaux sociaux vont très très vite, et ils reviennent généralement à l'hôpital avant que les alertes SMS soient efficaces. Donc bon, en l'occurrence, ça fait partie des bons côtés des réseaux sociaux. Il n'y en a pas que des bons, mais ça fait partie. Voilà. Ensuite, il faut un aspect technique de la cellule, des téléphones, des rôles clés qui soient déjà établis. Bien sûr, une communication et des responsables médicaux et paramédicaux, c'est très important. Avant tout, c'est du soin. Et puis, il faut rappeler les membres de l'équipe de direction. Par exemple, ça, je vous parle du rétex de Necker des attentats. Et donc, ils avaient rappelé 16 personnes à Necker, par exemple. Voilà. Et puis, il faut regarder, bien sûr, attention, la saturation du réseau de téléphonie. Hein. Qu'est-ce qui passe le mieux? C'est souvent Internet et WhatsApp. Voilà. Alors, voilà, bon, je vais peut-être passer là-dessus. On limite les points d'entrée des véhicules et des piétons. Attention, l'hôpital va être, là aussi, assailli par des familles et puis aussi des journalistes. Hein. N'oubliez pas que, par exemple, quand Schumacher a eu son accident, il y a un journaliste qui s'est fait passer pour un prêtre pour accéder jusqu'au lit de Schumacher. Donc, oui, c'est vrai. Et donc, n'oubliez pas que les journalistes sont parfois capables de tout. Donc, il faut vraiment renforcer les vigiles. Et n'oubliez pas aussi que l'hôpital peut être lui-même source d'un attentat. Il faut rapidement ouvrir le lieu d'accueil des familles. Ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi activer les stocks logistiques, mobiliser les pharmaciens, déclencher les stocks de plan blanc et organiser l'hôpital. Alors, par exemple, ça, c'est le plan de Necker. Vous voyez, vous avez un accueil ici en rouge qui est, on voit rien, mais bon, vous voyez en rouge, qui est pour le circuit d'entrée des patients. Ils ont prévu des accueils accessoires, donc en vert, des unités d'accueil secondaires en fait qui peuvent être utilisées, et puis ils ont aussi prévu, vous voyez, de barrer un certain nombre d'entrées avec le concours des forces de l'ordre pour éviter justement l'afflux des patients. Donc tout ça, ça s'organise en fait. C'est du désordre organisé. La difficulté étant que si l'attentat ou l'afflux massif survient très près de l'établissement de soins, on n'a pas le temps de le mettre en place. Voilà. Et je dis ça, mais cela dit, c'est valable pour les hôpitaux et les cliniques. Hein. N'oublions pas que si un attentat qui survient à proximité d'une clinique, les gens vont aller à la clinique, y compris si elle n'a pas de service d'urgence. Hein. Ils vont arriver, c'est une certitude. Forcément, ils voient une croix rouge, ils arrivent. Voilà, et puis l'identification des victimes, très important. Pourquoi? Si on parle de Bataclan, la moitié des victimes n'ont pas identifié dans les premières heures. Donc vous imaginez la pression qu'il peut y avoir au niveau des familles et puis au niveau évidemment de l'État. Énorme, voilà. Il y avait vraiment, c'est très compliqué d'identifier. Il y a un système dont je vais parler qui s'appelle Sinus, mais encore une fois, encore faut-il le connaître, encore faut-il l'appliquer. On est censé pouvoir tous l'appliquer dans les établissements de soins. C'est extrêmement compliqué, voilà. Et puis souvent, les patients arrivent sans papier d'identité, évidemment. Eux, ils savent comment ils s'appellent, mais ils arrivent dans le coma. Donc voilà, Sinus, c'est un système de dénombrement. C'est vraiment ça, et ça évite des doublons. Alors c'est quoi Sinus? C'est un dispositif interservice, hein, secours, santé, sécurité. C'est valable pour l'hôpital de Toulouse, mais c'est valable pour partout ailleurs. Et c'est un bracelet, comme ça. Alors ça c'est l'ancien modèle, mais peu importe. La difficulté, c'est que les hôpitaux et les cliniques n'ont pas de bracelet. C'est un enregistrement directement sur le logiciel. C'est assez compliqué, assez lourd à faire, et je ne suis pas sûr
que les responsables plan blanc de crise de chaque établissement sachent bien comment ça marche. La preuve en est qu'au CHU, on a quand même un peu plus normalement l'habitude qu'ailleurs. On se plante très régulièrement, voire à tous les coups. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il y a un code sinus unique par patient. Alors après, il y a les exercices, hein, ça aussi, ça permet d'être prêt. Encore une fois, c'est assez intéressant. Mais le matin du 13 novembre, à 9 h, ils ont fait un exercice d'entre les 8 SAMU et la BSPP, donc à Paris. Ils avaient parlé avec de 4 groupes de tireurs dans la ville. Ils avaient parlé de 13 sites, 66 morts, 74 UA, 48 UR. Et si vous apercevez, c'était même en dessous de ce qui s'est passé pour le Bataclan. Et donc tout le monde a dit, oh là là, c'est trop gros, ça n'arrivera jamais. La preuve, c'était le matin même. Ça, c'est la photo de l'exercice. Voilà. Donc l'importance là aussi de s'entraîner. Après, je vous parlais du triage, parce qu'évidemment, quand arrive un afflux massif de victimes, il faut choisir. Il faut choisir lesquelles on va soigner en premier. Et ça, c'est très difficile, évidemment. Alors, bien sûr, je refais un peu d'historique. Hein. Baron Larrey avait commencé à trier. Et puis, bon, c'est surtout la guerre de 14-18 qui est un peu... Alors, les guerres ont beaucoup fait avancer la médecine, hein, de manière assez sordide, on va dire, mais c'est vrai. Ils avaient commencé à catégoriser les patients en fonction de blessés intransportables, inévacuables ou évacuables. C'est un grand mot pour dire qu'on en laissé sur place. Et puis les grands, les moyens, les petits blessés. Voilà. Chose universelle, en fait, le triage, c'est dans toutes les langues. Voilà, y compris en anglais, en russe, en turc ou en allemand. Voilà. Alors, c'est donc tiré d'un plus grand nombre avec choix. Donc, on choisit, hein, bien sûr, et ça dépend évidemment du nombre de victimes et du lieu de triage. Alors, s'il y a bizarrement plusieurs victimes, c'est un afflux, donc multiple casualties. Forcément, les structures médicales, est-ce qu'elles vont être suffisantes ou pas, c'est important. Et on parle d'un afflux saturant quand on parle évidemment d'une guerre ou d'une catastrophe majeure qui va saturer les structures médicales qui vont donc être dépassées. Et là, il faut mettre du triage, donc il faut choisir. Voilà. Ça veut dire privilégier le bien du plus grand nombre, ça veut dire qu'il faut assumer que certains blessés ne pourront pas être traités. Voilà. Pour votre info, donc, une antenne chirurgicale en OPEC, c'est un bloc, un médecin anesthésiste, 2 chirurgiens. Il faut choisir, vous voyez. Un hôpital comme la Pitié-Salpêtrière, c'est 13 blocs, 25 MAR, 30 chirurgiens. Je n'ai pas compté les IADE, mais bien entendu, il y en a aussi. Il y a des internes. Donc, vous voyez que la notion de saturation est très différente selon les établissements. Et c'est chaque établissement qui doit fixer sa jauge, bien entendu. Voilà, donc en préhospitalier, on catégorise. Hein. Nous, c'est facile, en civil, c'est urgence absolue. Après, il y a beaucoup d'acronymes de tous les militaires, de tout le monde. Voilà, ça correspond aux priorités et conditions d'évacuation. Donc sur Toulouse, nous avons droit à 8 extrêmes urgences, c'est-à-dire 8 patients qui partent immédiatement à l'hôpital pour être opérés dans des blocs. Pourquoi? Parce que simplement, à l'instant T, les blocs ne sont pas libres. Hein. S'il y a des blocs et des chirurgiens, souvent il y a des patients dedans, il faut qu'ils finissent la chirurgie. Et si c'est la nuit, vous savez comme moi qu'il y a généralement un chirurgien orthopédique de garde sur le bassin, un chirurgien viscéral, et que le temps que les autres viennent, il faut du monde. Voilà. Alors, le triage est très différent. Le triage hospitalier, évidemment, tout dépend de l'organisation, des problèmes médicaux. Et qui trie, c'est important. Je ne sais pas du tout si je suis à l'heure, mais n'hésitez pas à me jeter des... Non, tout va bien. Ça a démarré en retard, on est d'accord. Hein. Voilà. Et puis, ça pose des problèmes éthiques sur les urgences dépassées, bien entendu. Donc... ah ben tiens, j'ai déjà dit ça. Ah, pardon. Voilà. Donc, définir les zones de triage. Chez les militaires, il y a une seule zone. Dans le civil, il y a plusieurs zones éventuellement, parce qu'il y a plusieurs entrées dans l'hôpital. Et donc, il faut s'exercer. Il y a aussi le problème de l'enregistrement. Donc là aussi, vous voyez, c'est un des tableaux d'enregistrement du 13 novembre. Et vous voyez que c'est assez facile avec un tableau blanc. Malgré tout, malgré toute la technologie, la plupart des équipes reviennent au tableau blanc. Très souvent. Voilà. Alors, qui trie ? Avant, c'était le chirurgien le plus ancien. Maintenant, c'est souvent une association réanimateur-chirurgien. Voilà, parce que y a une notion de réponse à la réanimation et puis une notion de durée d'intervention, d'indication chirurgicale. En gros, tout dépend du nombre de blocs que vous avez. Mais généralement, dans les hôpitaux, et c'est très variable, encore une fois, ça peut varier selon les sites, mais c'est un binôme qui trie. Voilà. Là aussi, ça dilue la responsabilité. Comment trier? Souvent l'examen clinique, n'oubliez pas de retourner les patients, ils peuvent être criblés sur l'arrière, hein, ça fuit les gens. Les examens complémentaires, bien entendu, on peut en faire, mais ça prend du temps, donc c'est compliqué. Et puis il faut décider s'il y a un geste immédiat à faire, quel ordre de passage au bloc, et est-ce qu'on les met en attente, est-ce qu'on les évacue vers d'autres établissements? C'est pas gagné, évidemment. Là vous avez
un patient qui avait un tout petit point d'entrée postérieur avec une balle qu'on voit très bien sur la radio. Donc n'oubliez pas qu'on peut se faire avoir sur le triage. Voilà, alors, passer les patients au scanner avant d'être triés, c'est compliqué. Il faut qu'ils soient stables, il faut une grosse organisation, donc c'est parfois impossible à faire. Et puis vous avez en général, voilà, c'est ça, c'est à peu près toujours la même chose, quoi. C'est extrême urgence, première urgence, deuxième, troisième urgence. Il y a des tonnes et des tonnes de catégorisation, j'en peux en parler d'une. Voilà, bon, première chose, ça doit être connu de tous. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement de quoi on parle, mais voilà. Et puis les décisions doivent être respectées. Si on parle d'urgence dépassée, c'est une urgence dépassée. On le met dans un coin, on le laisse mourir, bien sûr dans la dignité, mais il faut respecter les décisions du binôme qui trie. C'est comme ça. Voilà. Encore une fois, quand ça durcit, il faut suivre. Voilà, c'est le moment de prendre des décisions et de les suivre. Les discussions viennent après. Et la plupart des classifications sont à peu près identiques à la classification de l'OTAN, donc je vais parler de celle-là. Le T1, c'est un patient à opérer, mise en jeu du pronostic vital si un traitement chirurgical de réanimation n'est pas entrepris le plus vite possible, donc urgence absolue. Le T2, c'est un traitement chirurgical urgent, mais qui peut différer sans mettre en jeu le pronostic vital. Donc il peut attendre, il va attendre un petit peu avant d'être opéré. Le 3, c'est un geste chirurgical sans urgence, donc il ne sera pas opéré, il sera évacué pour être opéré dans d'autres établissements qui sont plus loin. Et puis le 4, c'est ce qu'on appelait le morituri. C'est le patient trop gravement blessé, qui nécessite un traitement trop lourd et trop long. C'est les urgences dépassées. Et donc on le laisse, malheureusement, on ne l'opère pas. Et la difficulté, vous avez compris, c'est de déterminer entre un patient qui arrive qui est grave, si c'est un T1 ou si c'est un T4. Encore une fois, ça dépend de plein de choses. Voilà. Donc, bon, le T1, vous avez choc hémorragique non contrôlé, asphyxie, obstruction des voies aériennes, et puis vous avez des plaies importantes et profondes. Il y a quelques images un peu sympas, pardon par avance pour ceux qui sont, mais je crois que tout le monde est professionnel de santé. Les T2, vous avez par exemple des fractures ouvertes, les T3, c'est des fractures fermées. Bon, il faut attendre. Voilà. Donc vous avez le polycriblage, vous voyez, donc ça c'est extrêmement compliqué là aussi à gérer. C'est des patients qui prennent beaucoup de temps et dont il faut se demander si on les met en T1 ou en T4. Voilà. Par exemple, les urgences fonctionnelles, que faire de ces patients-là? C'est du T1 ou pas? Là aussi, ça dépend. Et puis, il y a des questions éthiques. Voilà, donc c'est la classification du service de santé des armées. Vous avez une liste non exhaustive, ça répond évidemment pas à tout. Et puis, il y a des questions éthiques qui sont posées également. Que faire si c'est un enfant? Vous voyez, si vous avez une personne âgée versus un enfant, qui on privilégie? Si vous avez un autochtone, entre guillemets, qui est potentiellement un combattant de l'autre camp, versus un militaire français, qui on privilégie? Des vraies questions éthiques. Hein. En l'occurrence, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse à la question, pardon. Et puis, vous voyez qu'on peut avoir un triage évolutif, bien sûr. Vous avez le triage du pré-hospitalier et le triage de l'hospitalier. Par exemple, voilà, une plaie thoracique asphyxique, si vous le drainez, il peut baisser en gravité, par exemple. Mais il peut s'aggraver aussi sur un trauma crânien. Le patient peut arriver plus grave qu'initialement vu, donc il faut toujours les réévaluer à chaque étape de la prise en charge. Voilà. Et les problèmes médicaux, donc là aussi, vous avez une arrivée d'extrême urgence, un bloc n'est pas disponible, donc vous faites ce qu'on appelle le damage control. Voilà. Mais ça pose aussi la question de que faire si on est en train d'opérer un patient lambda avant l'explosion, avant l'attentat, avant l'arrivée. Est-ce qu'on a le droit de le laisser avec sa jambe à moitié ouverte? C'est une vraie question là aussi. Voilà. Les ordres de passage au bloc, c'est très compliqué. Et puis, systématiquement, il faut faire des chirurgies les plus courtes possibles de sauvetage et les reprendre tranquillement entre 24 et 48 heures plus tard. Les urgences dépassées, donc voilà, comme je vous dis, en tout cas, elles doivent être isolées, bénéficier de traitements antalgiques, de conditions de confort. Voilà. Et puis, je vais parler un peu de à quoi ça sert les exercices. Hein. Ça ne suffit pas comment dirais-je, d'avoir de la théorie, il faut s'exercer. Donc ça, c'est le diplôme de création. Alors, j'ai pensé qu'il y aurait Monsieur Virenque, mais il a pendant très longtemps mené à la capacité de médecine de catastrophe. Voilà, donc ça c'était quand j'ai démarré moi, vous voyez, on avait fait des exercices et donc j'avais une petite diapo de Monsieur Virenque jeune, mais tant pis. Voilà, les objectifs c'était tester les procédures, les mesures prévues dans les plans gouvernementaux. Pour l'institution, ça permet d'évaluer les processus, de réajuster les stratégies, d'acquérir des compétences d'équipe. Donc moi j'encourage chaque équipe à faire au moins un exercice annuel, c'est le minimum du minimum du minimum. Voilà, il faut faire un exercice en cas d'afflux de victimes, c'est important. Et pour l'individu, bien sûr, on acquiert un savoir nouveau, on augmente ses performances et on applique en situation réelle l'enseignement acquis. Voilà. Évidemment, si c'est AZF, juste je vais vous montrer ce qui s'est passé à AZF, tout le monde sait que Rangueil est là.
Donc ça, c'est des dépôts que j'ai piqués à Franck Megel. L'entrée du service des urgences était hors d'usage, les couloirs des urgences empoussiérés, les ascenseurs stoppés et les étages semblaient solides, mais il n'y avait plus de vitres dans l'hôpital. Donc c'est compliqué là aussi d'exercer en confiance son métier. Voilà. La différence entre l'entraînement et la catastrophe, quand même, elle est importante. Voilà, et juste un dernier mot sur ce qui s'est passé pendant la Covid-19. Donc tout le monde sait à peu près ce que c'est la Covid-19. Ceux qui ne sauraient pas, c'était un truc qui faisait couler le nez. Voilà, et puis il y a eu beaucoup de cas, une augmentation exponentielle, en particulier en mars 2020. Et nous, en fait, on avait déjà réalisé des exercices de triage téléphonique pendant la pandémie grippale. Voilà, on s'est dit, voilà, on va faire ça. On a fait un logiciel de régulation simplifié, on a doublé la structure de régulation. Et puis, on a dit qu'on pouvait faire 240 appels par heure. On s'est dit, mais combien de temps va tenir? C'est pas grave, ça n'arrivera jamais. Voilà. En fait, vous voyez ce qui s'est passé entre mars 2020 et novembre 2019. On est passé de 30 000 à 55 000 appels. Donc plus de 28%, c'est juste des appels du CRA, parce que la cellule de crise en a pris 16 000 de plus. Donc vous voyez ce qui s'est passé. En haut, la courbe, c'est l'augmentation du nombre d'appels. Et en bas, la courbe, c'est le temps de décrocher. Vous voyez que le temps de décrocher dégringole, évidemment. On ne pouvait plus décrocher parce qu'on avait trop d'appels. Du coup, on a dit, bon, on va appliquer ce qui est prévu en cas d'afflux massif de victimes. On a rappelé du personnel et on a mis des étudiants en médecine à décrocher. Et vous voyez, quand on a commencé à mettre des étudiants en médecine et à remparler du personnel, les temps de réponse se sont nettement améliorés et on est revenu à la normale pendant les jours suivants, donc on a eu une semaine de perturbation. Voilà, c'est intéressant de marquer que de temps en temps, en appliquant les plans un peu en confiance et en travaillant, on a quand même des résultats importants. Voilà, c'est tout et je vous remercie.